Chapitre 10. Une souricière au XVIIe siècle. L'invention de la souricière ne date pas de nos jours. Dès que les sociétés, en se formant, eurent inventé une police quelconque, cette police, à son tour, inventa les souricières. Comme peut-être nos lecteurs ne sont pas familiarisés encore avec l'argot de la rue de Jérusalem, et que c'est, depuis que nous écrivons, et il y a quelque 15 ans de cela, la première fois que nous employons ce mot appliqué à cette chose, expliquons-leur ce que c'est qu'une souricière. Quand, dans une maison quelle qu'elle soit, on a arrêté un individu soupçonné d'un crime quelconque, on tient secrète l'arrestation. On place 4 ou 5 hommes en embuscade dans la première pièce, on ouvre la porte à tous ceux qui frappent, on la referme sur eux et on les arrête. De cette façon, au bout de 2 ou 3 jours, on tient à peu près tous les familiers de l'établissement. Voilà ce que c'est qu'une souricière. On fit donc une souricière de l'appartement de maître Bonacieux, et quiconque y apparut fut pris et interrogé par les gens de monsieur le cardinal. Il va sans dire que, comme une allée particulière conduisait au premier étage qu'habitait d'Artagnan, ceux qui venaient chez lui étaient exemptés de toute visite. D'ailleurs, les 3 mousquetaires y venaient seuls. Ils s'étaient mis en quête, chacun de son côté, et n'avaient rien trouvé, rien découvert. Athos avait été même jusqu'à questionner monsieur de Tréville, chose qui, vu le mutisme habituel du digne mousquetaire, avait fort étonné son capitaine. Mais monsieur de Tréville ne savait rien, sinon que la dernière fois qu'il avait vu le cardinal, le roi et la reine, le cardinal avait l'air fort soucieux, que le roi était inquiet, et que les yeux rouges de la reine indiquaient qu'elle avait veillé ou pleuré. Mais cette dernière circonstance l'avait peu frappé, la reine, depuis son mariage, veillant et pleurant beaucoup. Monsieur de Tréville recommanda en tout cas à Athos le service du roi et surtout celui de la reine, le priant de faire la même recommandation à ses camarades. Quant à d'Artagnan, il ne bougeait pas de chez lui. Il avait converti sa chambre en observatoire. Des fenêtres, il voyait arriver ceux qui venaient se faire prendre. Puis, comme il avait ôté les carreaux du plancher, qu'il avait creusé le parquet et qu'un simple plafond le séparait de la chambre au-dessous, où se faisaient les interrogatoires, il entendait tout ce qui se passait entre les inquisiteurs et les accusés. Les interrogatoires, précédés d'une perquisition minutieuse opérée sur la personne arrêtée, étaient presque toujours ainsi conçus. « Madame Bonacieux vous a-t-elle remis quelque chose pour son mari ou pour quelque autre personne ? Monsieur Bonacieux vous a-t-il remis quelque chose pour sa femme ou pour quelque autre personne ? L'un et l'autre vous ont-ils fait quelque confidence de vive voix ? S'il savait quelque chose, il ne questionnerait pas ainsi, se dit à lui-même d'Artagnan. Maintenant, que cherche-t-il à savoir ? Si le duc de Buckingham ne se trouve point à Paris, et s'il n'a pas eu, ou s'il ne doit point avoir quelque entrevue avec la reine. D'Artagnan s'arrêta à cette idée qui, d'après tout ce qu'il avait entendu, ne manquait pas de probabilité. En attendant, la souricière était en permanence, et la vigilance de d'Artagnan aussi. Le soir du lendemain de l'arrestation du pauvre Bonacieux, comme Athos venait de quitter d'Artagnan pour se rendre chez monsieur de Tréville, comme 9 heures venaient de sonner, et comme Planchet, qui n'avait pas encore fait le lit, commençait sa besogne, on entendit frapper à la porte de la rue. Aussitôt cette porte s'ouvrit et se referma. Quelqu'un venait de se prendre à la souricière. D'Artagnan s'élança vers l'endroit d'Écarlé, se coucha ventre à terre et écouta. Des cris retentirent bientôt, puis des gémissements qu'on cherchait à étouffer. D'interrogatoire, il n'en était pas question. « Diable !» se dit d'Artagnan. « Il me semble que c'est une femme. On la fouille. Elle résiste. On la violente. Les misérables !» Et d'Artagnan, malgré sa prudence, se tenait à 4 pour ne pas se mêler à la scène qui se passait au-dessous de lui. « Mais je vous dis que je suis la maîtresse de la maison, messieurs. Je vous dis que je suis madame Bonacieux. Je vous dis que j'appartiens à la reine !» s'écriait la malheureuse femme. « Madame Bonacieux, » murmura d'Artagnan, « serais-je assez heureux pour avoir trouvé ce que tout le monde cherche ?»« C'est justement vous que nous attendions, » reprirent les interrogateurs. La voix devint de plus en plus étouffée. Un mouvement tumultueux fit retentir les boiseries. La victime résistait autant qu'une femme peut résister à 4 hommes. « Pardon, messieurs, murmura la voix, qui ne fit plus entendre que des sons inarticulés. « Ils la bâillonnent, ils vont l'entraîner !» s'écria d'Artagnan, se redressant comme par un ressort. « Mon épée ! Bon, elle est à mon côté. Planchet ! Monsieur ? Cours chercher Athos, Porthos et Aramis. L'un des 3 sera sûrement chez lui. Peut-être tous les 3 seront-ils rentrés. Qu'ils prennent des armes, qu'ils viennent, qu'ils accourent. Ah, je me souviens, Athos est chez monsieur de Tréville.
Mais où allez-vous, monsieur? Où allez-vous? Je descends par la fenêtre, s'écria d'Artagnan, afin d'être plus tôt arrivé. Toi, remets les carreaux, balaye le plancher, sors par la porte et cours où je te dis. Oh, oh, monsieur, monsieur, vous allez vous tuer, s'écria Planchet. Tais-toi, imbécile, dit d'Artagnan. Et s'accrochant de la main au rebord de sa fenêtre, il se laissa tomber du premier étage, qui heureusement n'était pas élevé, sans se faire une écorchure. Puis il alla aussitôt frapper à la porte en murmurant « Je vais me faire prendre à mon tour dans la souricière, et malheur aux chats qui se frotteront à pareille souris. » À peine le marteau eut-il résonné sous la main du jeune homme que le tumulte cessa, que des pas s'approchèrent, que la porte s'ouvrit et que d'Artagnan, l'épée nue, s'élança dans l'appartement de maître Bonacieux, dont la porte, sans doute mue par un ressort, se referma d'elle-même sur lui. Alors, ceux qui habitaient encore la malheureuse maison de Bonacieux et les voisins les plus proches entendirent de grands cris, des trépignements, un cliquetis d'épée et un bruit prolongé de meubles. Puis, un moment après, ceux qui, surpris par ce bruit, s'étaient mis aux fenêtres pour en connaître la cause, purent voir la porte se rouvrir, et 4 hommes vêtus de noir, non pas en sortir, mais s'envoler comme des corbeaux effarouchés, laissant par terre et aux angles des tables des plumes de leurs ailes, c'est-à-dire des loques de leurs habits et des bribes de leurs manteaux. D'Artagnan était vainqueur sans beaucoup de peine, il faut le dire, car un seul des alguazils était armé. Encore se défendit-il pour la forme. Il est vrai que les 3 autres avaient essayé d'assommer le jeune homme avec les chaises, les tabourets et les poteries, mais 2 ou 3 égratignures faites par la flamberge du Gascon les avaient épouvantés. 10 minutes avaient suffi à leur défaite, et d'Artagnan était resté maître du champ de bataille. Les voisins, qui avaient ouvert leurs fenêtres avec le sang-froid particulier aux habitants de Paris dans ces temps d'émeutes et de rixes perpétuelles, les refermèrent dès qu'ils eurent vu s'enfuir les 4 hommes noirs. Leur instinct leur disait que, pour le moment, tout était fini. D'ailleurs, il se faisait tard, et alors, comme aujourd'hui, on se couchait de bonne heure dans le quartier du Luxembourg. D'Artagnan, resté seul avec madame Bonacieux, se retourna vers elle. La pauvre femme était renversée sur un fauteuil et à demi évanouie. D'Artagnan l'examina d'un coup d'œil rapide. C'était une charmante femme de 25 à 26 ans, brune, avec des yeux bleus. Ayant un nez légèrement retroussé, des dents admirables, un teint marbré de rose et d'opale. Là, cependant, s'arrêtaient les signes qui pouvaient la faire confondre avec une grande dame. Les mains étaient blanches, mais sans finesse. Les pieds n'annonçaient pas la femme de qualité. Heureusement, d'Artagnan n'en était pas encore à se préoccuper de ces détails. Tandis que d'Artagnan examinait madame Bonacieux, et en était aux pieds, comme nous l'avons dit, il vit à terre un fin mouchoir de batiste, qu'il ramassa selon son habitude, et au coin duquel il reconnut le même chiffre qu'il avait vu au mouchoir qu'il avait failli lui faire couper la gorge avec Aramis. Depuis ce temps, d'Artagnan se méfiait des mouchoirs armoriés. Il remit donc sans rien dire celui qu'il avait ramassé dans la poche de madame Bonacieux. En ce moment, madame Bonacieux reprenait ses sens. Elle ouvrit les yeux, regarda avec terreur autour d'elle, vit que l'appartement était vide, et qu'elle était seule avec son libérateur. Elle lui tendit aussitôt les mains en souriant. Madame Bonacieux avait le plus charmant sourire du monde. « Ah, monsieur, dit-elle, c'est vous qui m'avez sauvé. Permettez-moi que je vous remercie. »« Madame, dit d'Artagnan, je n'ai fait que ce que tout gentilhomme eût fait à ma place. Vous ne me devez donc aucun remerciement. »« Si fait, monsieur, si fait. Et j'espère vous prouver que vous n'avez pas rendu service à une ingrate. Mais que me voulaient donc ces hommes que j'ai pris d'abord pour des voleurs? Et pourquoi monsieur Bonacieux n'est-il point ici? »« Madame, ces hommes étaient bien autrement dangereux que ne pourraient être des voleurs, car ce sont des agents de monsieur le cardinal. Et quant à votre mari, monsieur Bonacieux, il n'est point ici, parce qu'hier on est venu le prendre pour le conduire à la Bastille. »« Mon mari? À la Bastille » s'écria madame Bonacieux. « Oh, mon Dieu, qu'a-t-il donc fait? Pauvre cher homme, lui l'innocence même !» Et quelque chose comme un sourire perçait sur la figure encore tout effrayée de la jeune femme. « Ce qu'il a fait, madame, dit d'Artagnan. Je crois que son seul crime est d'avoir à la fois le bonheur et le malheur d'être votre mari. »« Mais, monsieur, vous savez donc? »« Je sais que vous avez été enlevé, madame. »« Et par qui? Le savez-vous? »« Oh, si vous le savez, dites-le-moi. »« Par un homme de 40 à 45 ans, aux cheveux noirs, au teint basané, avec une cicatrice à la tempe gauche. »« C'est cela, c'est cela. Mais son nom? »« Ah, son nom, c'est ce que j'ignore. »« Et mon mari savait-il que j'avais été enlevé? » Il en avait été prévenu par une lettre que lui avait écrite le ravisseur lui-même. « Et soupçonne-t-il, demanda madame Bonacieux avec embarras, la cause de cet événement? »
Il l'attribuait, je crois, à une cause politique. J'en ai douté d'abord, et maintenant je le pense comme lui. Ainsi donc ce cher monsieur Bonacieux ne m'a pas soupçonné un seul instant. Ah, loin de là, madame. Il était trop fier de votre sagesse, et surtout de votre amour. Un second sourire, presque imperceptible, effleura les lèvres rosées de la belle jeune femme. Mais, continua d'Artagnan, comment vous êtes-vous enfui? J'ai profité d'un moment où l'on m'a laissé seul, et comme je savais depuis ce matin à quoi m'en tenir sur mon enlèvement, à l'aide de mes draps, je suis descendu par la fenêtre. Alors, comme je croyais mon mari ici, je suis accouru. Pour vous mettre sous sa protection? Oh, non, pauvre cher homme, je savais bien qu'il était incapable de me défendre. Mais comme il pouvait nous servir à autre chose, je voulais le prévenir. De quoi? Oh, ceci n'est pas mon secret. Je ne puis donc pas vous le dire. D'ailleurs, dit d'Artagnan, pardon, madame, si tout garde que je suis, je vous rappelle à la prudence. D'ailleurs, je crois que nous ne sommes pas ici en lieu opportun pour faire des confidences. Les hommes que j'ai mis en fuite vont revenir avec main forte. S'ils nous retrouvent ici, nous sommes perdus. J'ai bien fait prévenir 3 de mes amis, mais qui sait si on les aura trouvés chez eux. Oui, oui, vous avez raison, s'écria madame Bonacieux effrayée. Fuyons, sauvons-nous. À ces mots, elle passa son bras sous celui de d'Artagnan et l'entraîna vivement. Mais où fuir? Dit d'Artagnan. Où nous sauver? Éloignons-nous d'abord de cette maison, puis après nous verrons. Et la jeune femme et le jeune homme, sans se donner la peine de refermer la porte, descendirent rapidement la rue des Fossoyeurs, s'engagèrent dans la rue des Fossés Monsieur le Prince, et ne s'arrêtèrent qu'à la place Saint-Sulpice. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Demanda d'Artagnan. Et où voulez-vous que je vous conduise? Je suis fort embarrassé de vous répondre, je vous l'avoue, dit madame Bonacieux. Mon intention était de faire prévenir monsieur de la Porte par mon mari, afin que monsieur de la Porte pût nous dire précisément ce qui s'était passé au Louvre depuis 3 jours, et s'il n'y avait pas danger pour moi de m'y présenter. Mais moi, dit d'Artagnan, je puis aller prévenir monsieur de la Porte. Sans doute. Seulement, il n'y a qu'un malheur. C'est qu'on connaît monsieur Bonacieux au Louvre, et qu'on ne le laisserait passer, lui, tandis qu'on ne vous connaît pas, vous, et que l'on vous fermera la porte. Ah, bah, dit d'Artagnan. Vous avez bien à quelque guichet du Louvre un concierge qui vous est dévoué, et qui, grâce à un mot d'ordre... Madame Bonacieux regarda fixement le jeune homme. Et si je vous donnais ce mot d'ordre, dit-elle, l'oublieriez-vous aussitôt que vous vous en seriez servi? Parole d'honneur, foi de gentilhomme, dit d'Artagnan avec un accent à la vérité duquel il n'y avait pas à se tromper. Tenez, je vous crois. Vous avez l'air d'un brave jeune homme. D'ailleurs, votre fortune est peut-être au bout de votre dévouement. Je ferai sans promesse et de conscience tout ce que je pourrai pour servir le roi et être agréable à la reine, dit d'Artagnan. Disposez donc de moi comme d'un ami. Mais moi, où me mettrez-vous pendant ce temps-là? N'avez-vous pas une personne chez laquelle monsieur de la Porte puisse revenir vous prendre? Non, je ne veux me fier à personne. Attendez, dit d'Artagnan. Nous sommes à la porte d'Athos. Oui, c'est cela. Qu'est-ce qu'Athos? Un de mes amis. Mais s'il est chez lui et qu'il me voit? Il n'y est pas. Et j'emporterai la clé après vous avoir fait entrer dans son appartement. Mais s'il revient? Il ne reviendra pas. D'ailleurs, on lui dirait que j'ai amené une femme, et que cette femme est chez lui. Mais cela me compromettra très fort, savez-vous? Que vous importe? On ne vous connaît pas. D'ailleurs, nous sommes dans une situation à passer par-dessus quelques convenances. Allons donc chez votre ami. Où demeure-t-il? Rue Férou, à 2 pas d'ici. Allons. Et tous deux reprirent leur course. Comme l'avait prévu d'Artagnan, Athos n'était pas chez lui. Il prit la clé, qu'on avait l'habitude de lui donner comme à un ami de la maison, monta l'escalier et introduisit madame Bonacieux dans le petit appartement dont nous avons déjà fait la description. Vous êtes chez vous, dit-il. Attendez, fermez la porte en dedans et n'ouvrez à personne, à moins que vous l'entendiez frapper 3 coups ainsi. Tenez. Et il frappa 3 fois. 2 coups rapprochés l'un de l'autre et assez forts, un coup plus distant et plus léger. C'est bien, dit madame Bonacieux. Maintenant, à mon tour de vous donner mes instructions. J'écoute. Présentez-vous au guichet du Louvre, du côté de la rue de l'Échelle, et demandez Germain. C'est bien. Après? Il vous demandera ce que vous voulez, et alors vous lui répondrez par ces 2 mots, Tours et Bruxelles. Aussitôt il se mettra à vos ordres. Et que lui ordonnerai-je? D'aller chercher monsieur de la Porte, le valet de chambre de la reine. Et quand il l'aura été cherché et que monsieur de la Porte sera venu, vous me l'enverrez. C'est bien. Mais où et comment vous reverrai-je? Y tenez-vous beaucoup à me revoir? Certainement. Eh bien, reposez-vous sur moi de ce soin, et soyez tranquille. Je compte sur votre parole.
comptez-y. D'Artagnan salua madame Bonacieux en lui lançant le coup d'œil le plus amoureux qu'il lui fut possible de concentrer sur sa charmante petite personne. Et tandis qu'il descendait l'escalier, il entendit la porte se fermer derrière lui à double tour. En deux bonds il fut au Louvre. Comme il entrait au guichet de l'échelle, 10 heures sonnaient. Tous les événements que nous venons de raconter s'étaient succédés en une demi-heure. Tout s'exécuta comme l'avait annoncé madame Bonacieux. Au mot d'ordre convenu, Germain s'inclina. 10 minutes après, la porte était dans la loge. En deux mots, D'Artagnan le mit au fait et lui indiqua où était madame Bonacieux. La porte s'assura par 2 fois de l'exactitude de l'adresse et partit en courant. Cependant, à peine eut-il fait 10 pas qu'il revint. « Jeune homme, dit-il à D'Artagnan, un conseil. »« Lequel ? Vous pourriez être inquiété pour ce qui vient de se passer. Vous croyez ? Oui. Avez-vous quelque ami dont la pendule retarde ? Eh bien... allez le voir pour qu'il puisse témoigner que vous étiez chez lui à 9h30. En justice, cela s'appelle un alibi. » D'Artagnan trouva le conseil prudent. Il prit ses jambes à son cou, il arriva chez M. de Tréville, mais au lieu de passer au salon avec tout le monde, il demanda à entrer dans son cabinet. Comme D'Artagnan était un des habitués de l'hôtel, on ne fit aucune difficulté d'accéder à sa demande, et l'on alla prévenir M. de Tréville que son jeune compatriote, ayant quelque chose d'important à lui dire, sollicitait une audience particulière. 5 minutes après, M. de Tréville demandait à D'Artagnan ce qu'il pouvait faire pour son service, et ce qui lui valait sa visite à une heure si avancée. « Pardon, monsieur, » dit D'Artagnan, qui avait profité du moment où il était resté seul pour retarder l'horloge de 3/4 d'heure. « J'ai pensé que, comme il n'était que 9h25, il était encore temps de me présenter chez vous. »« 9h25 » s'écria M. de Tréville en regardant sa pendule. « Mais c'est impossible !»« Voyez plutôt, monsieur, » dit D'Artagnan. « Voilà qui fait foi. »« C'est juste, » dit M. de Tréville. « J'aurais cru qu'il était plus tard. Mais voyons, que me voulez-vous » Alors D'Artagnan fit à M. de Tréville une longue histoire sur la reine. Il lui exposa les craintes qu'il avait conçues à l'égard de sa majesté. Il lui raconta ce qu'il avait entendu dire des projets du cardinal à l'endroit de Buckingham, et tout cela avec une tranquillité et un aplomb dont M. de Tréville fut d'autant mieux la dupe que lui-même, comme nous l'avons dit, avait remarqué quelque chose de nouveau entre le cardinal, le roi et la reine. À 10 heures sonnant, D'Artagnan quitta M. de Tréville, qui le remercia de ses renseignements, lui recommanda d'avoir toujours à cœur le service du roi et de la reine, et qui rentra dans le salon. Mais au bas de l'escalier, D'Artagnan se souvint qu'il avait oublié sa canne. En conséquence, il remonta précipitamment, rentra dans le cabinet, d'un tour de doigt remit la pendule à son heure pour qu'on ne pût pas s'apercevoir le lendemain qu'elle avait été dérangée, et sûr désormais qu'il y avait un témoin pour prouver son alibi, il descendit l'escalier et se trouva bientôt dans la rue. Fin du chapitre 10. Je dois bien l'admettre, j'ai été quelque peu mal à l'aise de faire une voix féminine, sachant que je n'arrive pas très bien à les reproduire. Alors j'espère que vous n'aurez pas été aussi mal à l'aise de l'entendre que j'ai été mal à l'aise de la faire, et j'essaierai de m'améliorer là-dessus aussi comme sur le reste. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner pour la suite, et rendez-vous demain pour le chapitre suivant.